Alors, j'avais dit que je ferais cette vidéo, hein, je reprends, on va reprendre What the Shell, on va continuer. Je vous avais montré la liaison en SSH, hein, c'est on ne peut plus classique, c'est pour administrer. Ça, vous le savez, je vous avais expliqué que on privilégie l'échelle inverse pour contourner les pare-feux et l'échelle de liaison, c'est typiquement s'il y a déjà un service, un auditeur qui tourne sur la machine, on pourra se connecter en frontal. Alors, je vais vous mettre des petites captures d'écran, on va revoir les bases. Si on dit qu'à gauche, on a notre River Shell, c'est celui qui reçoit la connexion, donc, puisque le serveur va venir se connecter à nous. Ensuite, on peut voir qu'on va simuler l'envoi d'un shell inverse. En réalité, cela est plus susceptible d'être fait par l'injection de code sur un site web distant ou quelque chose du genre. Et l'image de gauche, dites-vous que c'est votre propre ordinateur. L'image de droite, c'est notre cible. Donc, on écoute sur le port 443. Il faut que j'ouvre mon port 443. Le plus simple, c'est de faire sudo apt install ufw pour installer l'Uber Firewall et ensuite faire un sudo ufw hello 443 pour ouvrir le port en entrée sur le 443. Et nous, on va rentrer sur le serveur. Donc, c'est lui qui va venir se connecter. Du coup, ça devient le client. Et on va faire un NC, l'adresse IP 443-E bin bash. On veut que quand il se connecte, non seulement il se connecte, mais il nous faut un peu d'interactivité, même beaucoup. Donc, on lui dit de charger bin bash directement dans le shell, d'accord? Donc, son bin bash devient mon bin bash. Les deux terminaux se synchronisent. On peut prendre la main, contrôler ça à distance. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, notez qu'après avoir exécuté la commande sur notre droite, notre listener reçoit la connexion. On peut passer la commande who am I, vous voyez, ça a été encadré. On voit qu'elle est exécutée et elle s'exécute non pas en tant que moi, mais en tant que ce qui tourne sur le serveur. Si on s'est connecté, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, en tant qu'utilisateur shell, eh ben, c'est bien le cas. On voit que c'est shell qui est connecté à la machine. Alors, si on parle un peu du shell de liaison, par opposition, par dichotomie, encore une fois, on va jeter un coup d'œil aux captures d'écran que je vais vous mettre. À la fin de cette vidéo, on fera quelques petits tests, je vous montrerai. Grosso modo, là, c'est une machine Windows cette fois-ci. Donc on s'est connecté via Evil WinRM qui va nous permettre de nous connecter tout simplement. On voit que on utilise Netcat, d'accord, et on voit que avec la commande nc lnvp 8080 cmd, cette fois-ci c'est cmd qu'on veut, on voit qu'on peut tout à fait se connecter sans aucun problème. On récupère la main. D'accord? Donc cette fois-ci, c'est sur notre cible qu'on va faire le LNVP pour être en écoute et lui dire de charger cmd.exe et on va se connecter en frontal avec notre machine en lui mettant netcat. On va pas lui mettre d'option, contrairement en écoute, on lui donne l'adresse IP et le port. Là, en l'occurrence, on lui a dit l'adresse IP 10.10.257 avec le port 8080. On arrive à s'y connecter. Donc là, je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai fait des petites erreurs. C'est le problème quand je parle sans note. Je vous ai dit, vous devez accorder votre auditeur avec la charge utile, avec la plateforme. D'accord? Là, vous voyez que Netcat, il est capable de récupérer en fait une connexion d'un Windows et d'un Linux sans problème. Par contre, je disais ça, c'est que vous devez accorder votre multi-handler avec la charge utile en fonction de l'exploit que vous avez utilisé dans MSF Venom. Je m'explique. Si jamais vous ne faites pas ça, et ça concerne que Metasploit, mais si tu fais un MSF Venom, voilà. Là, je crée un exploit qui va être exécuté sur la machine qui va venir se connecter à la mienne, via un callback. D'accord. Mais si j'ai choisi ça, tu as bien compris que quand je vais lancer MSF console et le multi-handler, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est la Rolls-Royce, mais il faut quand même que le multi-handler, tu le configures pour récupérer un CMD Unix Reverse Netcat. Si jamais tu lui mets un CMD Unix Reverse en HTTP, il ne va pas récupérer la communication. D'accord? Donc, beaucoup plus fonctionnel, MSF Venom, multi-handler, Meterpreter, MSF console, certes, mais beaucoup plus d'options et il faut s'accorder, sinon, je vous disais, les communications vont pas être établies. C'est beaucoup plus simple de récupérer une connexion via Netcat, parce que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, il faut juste retenir qu'on fait un appel vers cmd.exe quand on est sur une machine Windows, c'est normal, c'est la ligne de commande par défaut, l'héritage du MS-DOS, et
À l'inverse, sur une machine Linux, on va aller taper à la racine dans bin un répertoire et on va appeler bash, d'accord, qui est le bourne against shell, comme je vous l'avais expliqué. Donc, peu importe, shell de liaison ou un shell inverse, le but c'est de récupérer la main, soit je me connecte directement, soit j'attends que la machine se connecte à la mienne. D'accord? Donc ça, vous devez le comprendre parce que vous allez utiliser à 95% dans vos CTF sur TryHackMe ou ailleurs d'ailleurs, vous allez utiliser des shells inverses. D'accord? Les shells de liaison, c'est dans des cas très précis. Ensuite, le concept. Je vous ai dit l'interactivité ou la non-interactivité. Alors, l'interactivité, c'est quoi? C'est utiliser PowerShell, Bash, ZSH, SH, Bash pour utiliser quoi? Bah, de la ligne de commande. Hein. Ce sont des environnements CLI standards. Donc, ça va nous permettre d'avoir des shells dits interactifs. Pourquoi ils sont interactifs? C'est qu'ils permettent d'interagir avec des programmes après les avoir exécutés. Une fois que je suis dans Bash, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux utiliser SSH. D'accord? Le problème, c'est que quand tu as un dumb shell, tu ne pourras pas faire ça. Tu ne pourras pas te connecter à une base de données. Il y a plein de choses qui ne te seront pas autorisées. C'est pour ça, on parle de manière interactive. C'est l'utilisateur qui tape, oui ou non, hein, et c'est lui qui décide s'il veut arrêter la connexion ou pas. Il s'agit d'un programme interactif, donc ça nécessite un shell interactif pour fonctionner. À l'inverse, vous l'avez compris, on a nos dumb shells, c'est des coquilles qui sont non interactives. Elles ne vont pas nous fournir ça. Hein. On va juste avoir un shell non interactif, donc on est limité à l'utilisation de programmes qui ne nécessitent pas d'interaction de l'utilisateur pour fonctionner correctement. D'accord? La majorité des shells reverse et bind, simple, ils sont pas interactifs. Donc, il faudra les améliorer, les upgrader, les rendre fully interactive, totalement interactifs. Et ça, c'est une exploitation plus délicate. Mais vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Après, à terme, le premier truc qu'on fait, vous le savez, pour pas perdre de temps par la suite, c'est de stabiliser nos shells avec différents langages de programmation ou des appels système, éventuellement. Je vous avais montré, allez télécharger HackTools, vous avez toutes les indications. Donc là, sur la capture d'écran, on voit que Wamai, quoi, bah, il n'est pas interactif. Donc, il s'exécute. Je tape Wamai, il me dit, hey Coco, t'es mûri. Donc l'avantage du wrapper, mais ça va nous permettre de stabiliser hein, nos shells et ça ne fonctionne que sur Linux. Vous n'aurez pas des shells plus stables sous Windows, mais c'est une bonne habitude en fait de ne jamais, moi je le fais rarement, mais quand vous faites des tests d'intrusion et tout ça, pensez à utiliser LLWrap tout le temps avec Netcat. N'utilisez jamais Netcat tout seul, ça vous fera gagner du temps, ça stabilisera en partie nos shells. Hein, pour rappel, j'ai envie de pouvoir savoir quand est-ce que je vais quitter la session. Je n'ai pas envie de perdre la session quand je fais un CTRL-C. CTRL-C sous Linux, vous savez, c'est arrêter un programme. Là, le problème, c'est que si le shell n'est pas stabilisé, vous perdez directement la main. Il va falloir se reconnecter. Donc, c'est une plaie. C'est pour ça qu'on stabilise. On veut utiliser nos flèches pour faire des rappels de commandes. On veut avoir l'autocomplétion, l'autotabulation. Bref, tout ça, c'est possible uniquement quand le shell est pleinement interactif et stabilisé. Donc, bah, c'est le premier truc à faire. Je vous le disais toujours. Donc, retenez bien, quand un shell se connecte à un port d'écoute de mon ordinateur, c'est de facto un river shell, puisque c'est moi qui attends les communications, c'est le serveur qui vient se connecter à moi. Donc le serveur devient client et moi je deviens le serveur. Et je dois ouvrir les ports. D'accord? Autant je contourne les ports côté serveur, c'est lui en sortie qui vient se connecter à ma machine en entrée. Mais en entrée, il faut que j'ouvre le port. Si le port n'est pas ouvert, tu pourras jamais récupérer de la communication. Donc tu ouvres le port avec UFW, iptable si tu es à l'aise, c'est beaucoup plus compliqué si tu débutes sur Linux. Et une fois que tu as plus besoin de la connexion, eh ben tu refermes le port. Tu laisses jamais un port de ton pare-feu ouvert si tu n'en as pas besoin. Hein, tu ne laisses jamais un service Linux sur ta machine qui tourne si tu n'en as pas besoin. Tu réduis au maximum la surface d'attaque tout le temps. D'accord? Tu l'ouvres à la volée, à l'envie. Après, tu refermes. Tu penses bien à refermer. Donc, quand on injecte du shell malveillant dans un site web, typiquement un web shell, hein, ou de l'injection de commandes, on va dire, le shell qu'on va recevoir, est-ce qu'il sera interactif ou pas? Eh ben, la réponse, on l'a vu dans les précédentes vidéos, Holo,
hein, THM, la machine que je suis en train de faire, que je vais continuer demain, ben non, il sera pas interactif. Ça veut dire que je pourrais rentrer une partie des commandes, mais après, si je l'ai pas stabilisé, eh ben, je serai limité par mon shell. Alors, lorsqu'on utilise un shell de liaison, qui c'est qui exécute le listener netcat, par exemple, c'est l'attaquant ou c'est la cible? C'est la cible, d'accord? Là, c'est l'inverse, je vous disais, moi je suis le client, je vais me connecter via un shell de liaison et c'est la cible qui a un auditeur, c'est pas moi qui va faire tourner mon netcat. Du coup, je n'ai pas besoin d'ouvrir de pare-feu. Pourquoi? Parce que généralement, ton pare-feu laisse tout en sortie, ou presque tout, hein. En tout cas, sous Linux, tout est possible en sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut créer des règles après personnalisées pour sécuriser, hein, et empêcher que tous les ports soient atteignables en sortie. Sinon, ça veut dire que n'importe quel hacker va pouvoir taper des ports et pouvoir ensuite s'exfiltrer et récupérer la connexion, le callback à partir de votre machine. Pourquoi? Bah parce que tous les ports sont autorisés. D'accord? Si tu laisses que le 80 ou le 443 et le 53, il faudra qu'il utilise celui-ci pour que ça fonctionne. Si il est débutant, qu'il utilise tout le temps le port 4444, c'est pour ça qu'on l'appelle le port des scripts KDE, le port Metasploit, donc, eh ben, il pourra pas se connecter. Pourquoi? Parce que ton pare-feu lui dira, t'essaies de sortir de chez moi sur le port 4444, tu peux pas le faire. Et donc, bah, vous serez pas piraté. Sinon, bah, il récupère la main, hein, et pour installer de la persistance et faire de la post-exploitation, vous piratez. Ok, donc on va revenir sur Netcat, hein, on va revoir les bases. Donc je vous disais, hein, c'est un outil basique dans la boîte à outils d'un pentester, mais c'est le premier qu'on apprend, d'accord, pour comprendre ce principe de shell inverse et de shell de liaison. Donc je te dis toujours comment je vais faire. Ben, je vais taper cette commande, hein. Donc pareil, pour te montrer, sudo ufw sur le 443, si je veux récupérer sur ce port, https, j'ai changé de mot de passe. Ok. Et donc, je vous disais, plutôt que faire un netcat comme ça, je vais faire un, prenez l'habitude, rl wrap netcat et la même commande, lnvp 443. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, je lui dis quoi? Je vous l'ai dit, hein, c'est utilisé par Netcat pour lui dire que c'est un listener, donc un auditeur. Écoute, le mode écoute si tu veux. Le mode V, c'est le mode verbeux, hein, pour savoir quand est-ce que tu as récupéré une connexion. Tu as le N. Le N, ça indique à Netcat de ne pas résoudre le DNS, je te l'avais dit. On s'en sert très rarement, donc mets-le, sinon tu vas avoir une ligne en plus, hein, au niveau de tes erreurs. Et tu as le P, tout le temps tu le mets en dernier, le P c'est le 443. Alors ce que tu dois comprendre, c'est que en fait ça, c'est exactement la même chose que LNVP. Ah d'accord, ça c'est exactement la même chose que LNVP. Pourquoi? Parce que ce que je te disais, sous Linux t'as quoi? T'as un cours, ça par exemple j'appelle LED, hein, je vais appeler LED de Netcat, un tiret H, abréviation, ça c'est ce qu'on appelle un court, et je peux faire un long. Un long c'est 2, et je vais lui dire un long, help. H, abréviation, première lettre, si je mets 2 traits, c'est le long, donc je dois tout mettre, c'est help. Et bon, là ça passe pas, mais généralement c'est le cas, hein, sur les programmes. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que je peux faire des trucs comme ça, et c'est pareil, mais c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire LNVP, LN, je vais y arriver, VP 443. Hein? Permission deny, pourquoi? Parce que j'ai pas fait le sudo, mais ça marche aussi. D'accord? Donc vous comprenez bien que qu'est-ce qu'on fait? On regroupe, en fait, hein, nos switches, nos flags. D'accord? Tout ça, je peux les regrouper. Par contre, le P, c'est le 443. Tu peux pas mettre le P au début, au milieu. D'accord? Par contre, ceux-là, tu les intervertis comme tu veux. Tu retiens ce que tu veux. Moi, j'ai pris l'habitude de retenir LNVP. Après, si tu veux faire par ordre alphabétique, fais-toi plaisir. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux regrouper. Tu vois, t'as pas besoin de faire les tirets. Tu fais pas ça, ça ne marchera pas. D'accord? Tu mets un tiret et tu mets LNVP. Et après, tu peux séparer celui-là si tu veux, si ça t'aide. Hein, tu apprends la syntaxe que tu veux. D'accord? Mais une bonne habitude à prendre, c'est ça. D'accord? Et oui, j'ai oublié Netcat, excusez-moi. D'accord? Mais ça aurait marché pareil. D'accord? Là, ça marche. Là, ça devrait marcher aussi.
ça marche aussi. D'accord? Le P doit tout le temps être à la fin. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on voit qu'on utilise le port 443. D'accord? Vous pouvez utiliser n'importe quel port, mais sachez que de 0 à 1024, le 0 est réservé, tu peux pas l'utiliser. De 1000 à 1024, il faut utiliser sudo. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les common ports et ils sont réservés à d'autres services. Et c'est une très bonne idée d'utiliser le 80, le 443, le DNS, le 53 pour exfiltrer. Parce que la cible en sortie aura rarement ces pare-feux qui sont bloqués. Sinon, tu peux pas communiquer avec les DNS, les noms de domaine, pour aller sur Internet. Et tu peux pas te communiquer via le HTTP ou le HTTPS. Donc, si tu as un serveur et que tu bloques ça en sortie, ou un ordinateur, il peut plus communiquer avec Internet. Donc, on peut pas. Bloqué. C'est tout le temps ouvert. C'est pour ça que nous, en Red Teaming, on se sert de ces ports pour exfiltrer. D'accord? Alors, quelle est la différence? Bah, je te disais, si je prends un port bâtard, 50 000, du coup, j'ai pas besoin de quoi? Ou 5 000? Bah, j'ai pas besoin. Par contre, si je mets quoi? 1025? Toujours, pas de problème. Dès que je mets 1024, ah, ça passe. 1023, parce qu'on compte à partir de 0. Tu vois, là, t'as plus les droits. Il faudra faire un sudo. D'accord? Et pareil, un petit truc aussi que peu de gens connaissent, enfin, si vous débutez sous Linux, les gens confirmés connaissent, ce que tu peux faire, c'est 2 points d'exclamation. Tu vois, ls, ça te fait un rappel en fait. Ça fait 1, ça fait 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Imagine, je te disais, netcat, LNVP 555. Là, tu lui fais tac, tac, tac. Ok? Ça te fait ton rappel de commande et tu peux faire un sudo. D'accord? Ça passe. Ou qu'est-ce que tu peux lui dire? Donc pareil, retenez les 2 points. Je te montre un truc. LNVP 55. Merde, ça ne marche pas. Mais j'ai pas envie d'appuyer sur flèche du haut pour rappeler ma commande. Je suis trop fainéant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sudo double point d'exclamation. Tac. Ça t'ajoute ton sudo et ça reprend la dernière commande que tu as tapée. 2 points d'exclamation. Ça peut être super utile si tu veux. D'accord? Donc ça, on a compris, c'est un shell, un reverse shell. D'accord. Et un shell de liaison, je fais comment? Eh ben, netcat, je vais pas faire l'NVP du tout. Je mets une adresse, voilà, et je lui dis 4444. Donc ça, c'est les bases. Je vais me retrouver avec un shell complètement abruti. Et si je sais quoi? Que c'est du Windows, je vais lui dire cmd.exe. D'accord? Et si je sais que c'est un Linux, je vais lui dire bin bash. Pour commencer à stabiliser le shell et avoir quelque chose d'interactif. D'accord? Donc voilà, pareil, petit truc à connaître. D'accord? Donc si je te dis, je veux que tu te connectes sur la machine, sur le port 80-80, ça veut dire que je vais taper l'adresse 10.10.11.11, 80-80. Voilà comment je me connecte. D'accord? Et avec ça, après, on peut faire du banner grabbing. Qu'est-ce que je peux faire? Je te montre. Je peux ping quoi? Google. Je dois pouvoir ping google.com. D'accord. Avec Netcat, tu te connectes qu'en HTTP. Tu ne pourras pas te connecter en HTTPS. Pour te connecter en HTTPS, il faut utiliser OpenSSL. Hein, ça, je vous l'avais montré dans Recon, comment on fait du banner grabbing, comment je récupère la bannière. Mais je peux dire à Netcat, bah écoute, moi je veux google.com sur le 443. Non, je viens de dire que c'est pas possible. Sur le 80. Et là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je suis connecté, je peux lui dire get, comme fait ton navigateur, et bah vas-y, fais-moi un get à la racine avec le protocole HTTP 1.1. Ça, c'est le header de ta communication. Je vais faire entrer. Voilà, je viens de récupérer quoi? Bah, de récupérer la bannière sur le serveur. D'accord? C'est ce qui s'afficherait dans ton navigateur. Tu vois qu'avec Netcat ou un curl ou ce que tu veux, tu peux récupérer. Je viens de récupérer. Il me répond, tu me fais un get en HTTP1? Pas de problème. Code 200. Je comprends ce que tu veux. Tiens, je te donne toute la page. D'accord? Ça, c'est la page de présentation Google. Je viens de quoi? De récupérer le code source en faisant un banner grabbing. J'ai la bannière. Et c'est comme ça, en fait, qu'on récupère des informations. Je vois si la protection XSS, elle a été forcée. S'il y a le same origin, c'est-à-dire qu'on peut faire une requête au serveur, au domaine google.com, que s'ils font partie de la même origine. Si j'essaye d'injecter quoi? Du XSS, des
RFI, je ne pourrai pas parce que ça sera un autre site, ça sera le site de Toto le hacker. Donc on a pareil, hein, aller apprendre le protocole HTTP, c'est important, mais ça nous permet de récupérer des trucs. Hein, et puis on peut faire des requêtes, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du banner grabbing. On peut faire aussi du banner grabbing sur les serveurs pour voir un petit peu le numéro de version, le serveur, ce que c'est. Des fois, on récupère des informations qui sont intéressantes. Là, vous voyez que c'est minimaliste. On récupère quand même la configuration des XSS, du set cookie et d'autres choses. D'accord? Donc parfois, vous allez récupérer la version d'Apache qui tourne, etc., etc. Donc maintenant, on va parler un peu de stabilisation. Hein. Stabilisation avec Python, on va commencer. Hein. Vous savez que les shells, par défaut, ils sont extrêmement instables. Dès que je vais faire CTRL-C, je vais le tuer. Alors que CTRL-C, en principe, c'est je reste dans la connexion et je tue le programme. Là, ça va tuer votre session. Il va falloir relancer l'exploit. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas interactifs et ils comportent souvent des erreurs de formatage étranges. Hein, cela est dû au fait que les coquilles Netcat sont vraiment des processus exécutés à l'intérieur d'un terminal, plutôt que d'être des terminaux de toutes pièces, d'accord? Et c'est normal, on commence à faire du hacking, donc t'as des problèmes inhérents hein, quand tu commences à pirater. Donc heureusement, il existe de nombreuses façons de stabiliser l'échelle Netcat et les systèmes Linux. Je rappellerai l'abonné hein, qui m'a dit ouais mais on peut utiliser Poncat. Ouais, mais pour le OSCP, tu verras que certains outils te seront interdits. Tu dois absolument apprendre à stabiliser tout seul comme un grand sans avoir des programmes comme Penelope, comme Poncat qui vont stabiliser pour toi le shell. D'accord? C'est pour ça, aide-toi de RLWrap et après les techniques, on va les voir ensemble. D'accord? Donc je vais me connecter et va voir, c'est la beauté de la chose, surtout quand on débute. Quoi? Avoir des problèmes avec votre VPN. Hein, vous allez faire sudo openvpn, vous suivez ce que je vous ai dit, et là vous voyez qu'au bout d'un moment, voilà, restart. Vous allez faire cette commande, hein, on va faire un sed et on va remplacer Cypher par data Cypher, en fait, en CBC. Et je lui dis surtout les fichiers au VPN. Faites ça. Permission non accordée, ouais, on va te faire un sudo, pardon. Voilà. Et maintenant, ça devrait régler le problème. Voilà, d'accord. Donc, gardez bien cette commande. Hein, je vous la mettrai, ouais. Je vous la mettrai. Comment je peux l'appeler? VPN fix.txt. Je vous la mettrai si jamais vous avez le souci. N'allez pas passer des heures sur les forums. Je l'ai déjà fait pour vous. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez télécharger vos fichiers de conf, si vous avez l'erreur et que vous n'arrivez pas à voir, si vous n'avez pas l'initialisation, vous pouvez faire cette commande cat vpn fix. Voilà. Un sed, ça permet de remplacer. D'accord? On lui dit en gros, tu remplaces Cypher par AES 256 Data Cypher. D'accord? Donc, en théorie, vous devriez pouvoir vous entraîner comme moi. Je crois que la machine est gratuite. Ok, donc maintenant, je peux faire quoi? SSH, je vais me connecter en tant que shell. Et la machine, c'est la 10 158 246. Sudo ufw. Premier exemple, on passe en... Je vais réduire un peu. Je passe en River Shell sur le port 443. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, tu vas te connecter en tant que 10 sur ma machine. Alors, il faut que je reprenne, pardon. Voilà, tu vas te connecter donc à la 10, 11, 16, 69 sur le port 443. D'accord? Ça y est. Et là, tu vois que, hop, ls, coucou. D'accord? Mais tu vois que WMI, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut qu'on fasse appel à shell. Donc tu peux communiquer sans problème, t'envoyer des messages et textoter, d'accord? Donc avec ta copine ou ton copain, comme tu veux. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on a dit bin bash, hein, parce qu'on veut quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus fonctionnel. Je relance. Ok. Rien. Et là.
Donc tu vois que je peux taper là-dedans, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que il va pas dire qui je suis. C'est moi qui le pirate, c'est pas lui qui me pirate. D'accord? Donc tu vois que les commandes, elles fonctionnent que dans un sens. Là, c'est ma machine, maintenant. Ok, ça y est. Je suis dans la place. Hein, je peux me balader et voir un petit peu ce qu'il y a. D'accord? Si je lui dis où am I, c'est quoi? C'est Shell, mais c'est normal. La machine, elle s'appelle Shell. D'accord? Je suis connecté en tant que Shell. Donc tu vois qu'on a pris le contrôle. Ça, c'est ce qu'on appelle un reverse shell. D'accord? Donc, à l'inverse, bah, je ferai strictement la même chose, c'est-à-dire que je ferai un netcat LNVP 443 et là, je ferai quoi? Bah, NC, l'adresse IP de la machine, et bin bash pour me connecter. D'accord? Donc, en fait, c'est quoi la différence? Eh ben, c'est le sens. Et c'est quoi la différence en termes de technique pour nous? Eh ben, c'est tout simplement qu'est-ce que tu rentres. D'accord? Sur telle machine. D'un côté, le LNVP, tu vas le faire sur ta machine si c'est un reverse shell. Si c'est un bind shell, le LNVP, tu vas le faire sur la machine. D'accord? Et si la machine doit se connecter à toi, c'est elle qui initialise le NC avec l'adresse IP, le port et le -e bin bash. Si à l'inverse c'est toi, eh ben c'est toi qui va rentrer la commande. D'accord? Donc ça, il faudra pratiquer hein, pour être à l'aise. Mais je vous parlais de stabilisation. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un witch. Witch, c'est pas mal pour savoir le programme s'il est présent. Tu vois que le witch, il me l'autorise pas. Je peux faire un locate Python. Ah, là, il me trouve Python. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire un type F Python. Et là, bah, il me le trouve pas. Pas de chance. Python 3 même. Voilà. Tu type F Python 3. Donc, si vous dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Python 3, user bin, Python 3. OK. Et du coup, si je fais un witch, tu vas voir que c'est exactement comme un type F, sauf qu'il te met pas Python et à cet endroit. Il te dit juste usr bin Python. Comment je sais ça? Bah, je vais te le montrer. D'accord? Donc ça, c'est 3 commandes pour savoir où est installé le binaire. D'accord? Le programme, il s'exécute à partir de quoi? De la racine. On est dans user, une sous-arborescence bin, et on a notre binaire Python 3. Ne confondez pas, ça, c'est un binaire, c'est un programme. Ça, c'est une sous-arborescence. Ça, c'est une arborescence. D'accord? Donc on a 2 arborescences, dont elle qui est une sous-arborescence aussi, et là on a un binaire, d'accord? Parce qu'au début, tu vas essayer de faire quoi? Autant je peux faire quoi? Je peux faire un user bin, pas de problème, je peux aller là-dedans, pas de souci, d'accord? Je retourne à la racine. Si j'essaie de faire quoi? Maintenant, un user bin, Python 3, il va dire, mec, arrête de fumer la moquette. Qu'est-ce qu'il va dire? Là, tu le vois pas le message, mais il dit, je ne peux pas faire de change directory, puisque Python 3 n'est pas une directory. Tu vas le voir, je vais te le montrer. Donc, maintenant qu'on a ce Python 3, stabilisation, je t'ai dit, import pty, .pty, on va spawn le processus, on spawn un nouveau processus pour stabiliser. D'accord? Yes! On l'a stabilisé. Et tu vois bien que si je reprends ma commande, qu'est-ce que je peux faire? C'est des user bin Python 3. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu le voyais pas avant parce qu'il n'était pas stabilisé. Bash, il te dit Python 3 n'est pas un répertoire. Et c'est normal, c'est un programme. D'accord? Donc faites pas l'erreur. Je sais, au début, on débute, on fait pas la différence. Après, avec le temps, c'est pour ça qu'il te faut parfaitement connaître le quoi? Le Unified File System. L'UFS. Voilà, l'arborescence. Ça, tu dois apprendre par cœur. Putain, d'une qualité incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans bin? Qu'est-ce qu'il y a dans boot? C'est quoi VM Linux? C'est quoi VM Linux? Lequel est compressé? Lequel n'est pas? Est-ce que ça permet de booter? Oui, ça permet de booter. Dans dev, t'as quoi? T'as tes périphériques. Dans ETC, t'as tes fichiers de configuration. Dans home, c'est ton home dir. C'est l'équivalent de ton mes documents sous Windows. Dans lib, t'as les libsous. C'est les share objects qu'on va utiliser, compilés avec du C. D'accord? C'est l'équivalent des DLL. Bref, tout ça, tu dois apprendre. D'accord? Alors au début, c'est le plus dur. Qu'est-ce que je fais? Dans MNT, ah ouais, je sais que je peux monter des partages. Dans TMP, c'est mon fichier temporel. Dans user, il y a tous les programmes. D'accord? Dans var, j'ai mes variables et j'ai généralement les logs. Dans SRV, c'est là que je vais faire tourner mon serveur FTP ou WW, si c'est un serveur web, etc., etc. Où je trouve les docs. Les docs, elles sont dans Share. Dans Share, t'as doc et t'as le FAQ, le how-to, t'as les packages. Et je peux faire aussi man, ma commande man, qui me permet de savoir un peu plus sur une commande. Incroyable. D'accord? Man ls.
Voilà, tu es dans le manuel. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Alors, je sais pas si tu l'as. What? Je sais plus si c'est. Non, il faudrait que je te montre sur le mien. What? What is ls? D'accord? D'accord? Donc ça, c'est les bases, bien comprendre. Et en fait, c'est à la racine, t'as quoi? Bah, t'as tout ça. D'accord? C'est ce qu'on voit là. ETC, bin, ce que tu retrouves là, dans le fond. C'est ce que tu retrouves là également. Tous les systèmes Linux, ça sera pareil pour un Mac, en légèrement différent, ont cette architecture. D'accord? Voilà. D'accord? Donc c'est un peu déroutant au début, mais c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Alors, je te parlais de quoi? De la stabilisation. Ok. Est-ce qu'il est stabilisé, mon shell? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que tu vois, flèche du haut, ah, ça passe. Ça passe, mais c'est pas encore parfait. Mais je peux faire l'autocomplétion. ls, L. Non, j'ai pas encore l'autocomplétion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un export terme égale externe. D'accord. L. Non, j'ai pas encore l'autocomplétion. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, il va falloir que je quitte. CTRL Z. Je vais faire un STTY. On l'avait vu pour connaître mon nombre de rows et de colonnes. Ok. Et maintenant, je peux lui coller quoi? Je peux le un STTY row echo FG. D'accord. Je continue là-dedans et je lui fais un. Ben, il faut que je définisse le nombre STTY de quoi? De rows, donc de lignes. On a vu que moi je suis en 33 et colonne. Voilà, éditeur de texte. D'accord? Pourquoi on stabilise? Parce que les éditeurs de texte, ils ont vraiment besoin de ça. D'accord? Ils fonctionnent en fait en écrasant les lignes et ils vous affichent du texte. C'est pour ça qu'il nous faut stabiliser vraiment tout ça, sinon ça ne marche pas. D'accord? Maintenant, j'ai quoi? J'ai l'autocomplétion, j'ai mes flèches, je commence à être bien. D'accord? Donc ça, c'est le premier exemple. Ensuite, je te disais, je peux quoi? Bah, utiliser le wrapper. Le wrapper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'aider. Hein, tu vois que je l'ai déjà utilisé. Grosso modo, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, je rajoute RL wrap à ANC. Ça va nous donner accès à l'historique, à l'autocomplétion des onglets, les touches fléchées, immédiatement après la réception d'un shell. C'est pour ça que tu dois tout le temps utiliser RL wrap. D'accord? Alors moi au début je l'utilisais pas parce que je voulais apprendre et être autonome sur la stabilisation des shells, ne pas regarder comme un gros noob à chaque fois les cheat sheets, sinon ça sert à rien, t'es en train de tricher. Ça s'appelle une feuille de triche. D'accord? C'est pas ça qui fera de toi un hacker. Tu dois tout apprendre de tête. Et comment je fais? Eh ben, tu vas répéter la commande 1 million de fois. D'accord? Tu dois répéter des commandes et des commandes complexes. D'accord? Et tu verras que si tu as tapé 500 fois la même commande et que tu la comprends, à la fin, tu vas la retenir. Mais c'est pas en la faisant 20 fois. C'est pas en la faisant 100 fois. C'est pas en la faisant 500 fois. Il va falloir comme un jeu vidéo. Au début, t'es une grosse merde. Et puis après, à ton jeu préféré, ton MMO, ou ce que tu veux, un jeu multi ou solo, eh ben là, j'ai quoi? J'ai passé 250 heures sur Dying Light. Ok? Eh ben, je commence à être une machine de guerre sur le jeu. D'accord? J'ai monté mon personnage. J'ai beaucoup plus de dextérité sur le jeu. J'arrive à faire des mouvements de dingue. D'accord? Mais pourquoi? Parce que mon cerveau, avec ses algorithmes, a appris. Hein, vous êtes une intelligence artificielle, d'accord, biologique. Eh ben c'est pareil. À force de taper des commandes sous Linux ou Windows, tu vas devenir bon et tu vas acquérir cette dextérité. Mais pratique. D'accord? Donc le wrap, je vous l'ai montré, on ne peut plus simple. Essayez de l'utiliser tout le temps. D'accord? Et s'il n'est pas présent sur une machine, vous pouvez récupérer le binaire statique et vous avez un Judy. Hein, je vous en parle tout le temps. Mais voilà, vous pouvez compiler ou vous pouvez carrément récupérer. Parce que sinon, il va falloir compiler. Et tu vas voir que tu vas avoir des problèmes. Et si tu débutes en cybersécurité, tu n'as aucune notion de programmation, de C. Tu sais pas ce que c'est un point SO, tu sais pas ce que c'est un point C, tu sais pas ce que c'est un point H, tu sais même pas ce que c'est un compilateur. D'accord? Un assembleur. Donc laisse tomber. Commence pas par ça. D'accord?
Donc, te prends pas la tête. Si je te dis ça sert à quoi? Le make, est-ce qu'il faut un fichier quand tu fais ton make install, d'accord? On a des scripts qui vont nous permettre de compiler, d'accord? Sinon, il va falloir tout passer au compilateur. Généralement, on utilise GCC. Enfin, moi, j'aime bien l'utiliser sous Linux. Donc là, ce que tu peux faire, c'est récupérer tous ces programmes et ah merde, tu vois qu'il faut les build, d'accord? Là, tu les as. Binaire. Ça a été compilé. D'accord? Donc il faudra chercher un peu. C'est un peu relou au début. D'accord? Mais tu vois que sinon, bah, tu vas te retrouver à quoi? Bah, il va falloir les build. D'accord? Et des fois, tu auras des problèmes à la compilation. Donc essaye tout le temps d'aller dans les binaires, hein, et chercher ce que tu veux en fait. D'accord? SOCAT, qu'est-ce que j'ai? Bah là, tu vois, c'est pareil. Il n'est pas compilé. Merde, comment je peux faire? Alors on va aller dans binaire, on va aller dans Linux, on va aller dans x8664 et je dois avoir un SOCAT quelque part qui a été compilé pour moi. Il est là. D'accord? Donc, il est un petit peu particulier ce repo, mais si vous n'allez pas à cet endroit-là, dans Static Binaries, hein, et ensuite Binaries, vous allez avoir à compiler. Là, ils ont été compilés. Donc tu vois que tu as, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'outils qu'on se sert beaucoup. Et l'avantage, c'est que bah, c'est du statique. C'est-à-dire que toutes les dépendances ont été intégrées. Du coup, il est un petit peu plus gros le binaire, mais tu peux le pousser sur n'importe quel serveur. Tu n'auras jamais une erreur te disant j'ai pas les librairies, j'ai pas les dépendances. Donc, c'est très utile et je te conseille de faire une petite toolbox et de te prendre tous ces programmes. Ils te serviront à l'avenir. D'accord? Donc, moi, je vais récupérer SOCAT. Vous voyez qu'il n'est pas très gros non plus. Hein. Il fait 366 KB. D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer comment on stabilise SOCAT. Alors, pareil, troisième moyen, soit j'utilise du Python ou un autre langage de programmation. Je ne vais pas tout détailler. Si tu veux apprendre, je t'ai dit, tu installes Hacking Tools, tu vas dans les extensions sur ton store et tu télécharges Hacking Tools. D'accord? Si tu as un doute, tu vas là, ça s'appelle HackTools. D'accord? Et si tu veux stabiliser, tu le sais, tu vas dans TTY et là, tu as tous les langages qui te permettent de stabiliser les appels, etc. Les sous-shells. Donc voilà, je ne vais pas te montrer, à toi de faire. Tu lances la machine, tu t'entraînes. D'accord? Nous, on continue. Troisième, c'est SOCAT. SOCAT, donc je te dis, c'est un netcat survitaminé qui est plus stable, hein, qu'un shell netcat, mais il est plus stable sur des cibles Linux. Sur Windows, ça ne changera rien. Le gros problème de Windows, on a des shells spéciaux dont je vous parlerai plus tard, qu'on utilise pour Windows pour les stabiliser, mais c'est très dur de stabiliser un shell sous Windows, en fait. D'accord? Donc, ça, il faut le savoir. Alors, comment on va faire? Je vais héberger un serveur Python et on va le pousser tout simplement vers notre ami Shell, son serveur, et on va voir comment on peut l'exploiter. Donc, tu vois que quand je fais CTRL-C, je suis pas en train de perdre la session, contrairement à un dump shell. Là, c'est normal, hein, parce que je suis déjà sur la machine. D'accord? Le seul moyen de perdre la main, c'est de faire un exit. Mais c'est pour ça que nous, de notre côté, on essaie de stabiliser. Donc, dernière étape, sudo ufw, je vais voir ce qu'il y a. On voit qu'on a le 443 en entrée. Parfait. Je peux utiliser quoi? ls. Tu vois qu'il y a SOCAT. SOCAT, on va l'uploader. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire alors plusieurs façons. Je peux utiliser cette commande pour monter un serveur de dev en PHP. Tu vois, là, j'ai un serveur de dev. Du coup, je peux quoi? Bah, je peux aller dans TMP tout le temps, à la racine. Je vais aller dans TMP, je peux écrire dedans. Et je vais faire un wget sur HTTP, ma machine, hein, mon adresse IP là de mon VPN. Moi, c'est 10.11, qu'est-ce qu'on a dit? 69.16, port 443. Et je veux que tu récupères SOCAT. Non, j'ai dû me planter. J'arrive pas à la retenir. 1669, 69, 16. Bouh, dyslexie. Dyslexie. Ah, c'est une vraie maladie. Hein. C'est chiant, la dyslexie. Il n'y a pas que les lettres, il y a les chiffres aussi. Donc, il récupère SOCAT. Tu vois que ça fait parfaitement le taf. Hein. On fait notre appel, il fait notre get, il récupère notre SOCAT sur mon serveur PHP. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire aussi en Python 3. D'accord? Et c'est cette commande pour faire exactement la même chose. D'accord? Donc voilà comment tu peux transférer des fichiers si tu galères. Et tu vois que ça fait exactement la même chose. Sauf que là, j'utilise un langage Python
pour monter un serveur de dev HTTP, là, j'utilise du PHP. À toi de retenir la commande que tu veux. D'accord? Mais parfois, tu n'auras pas de Python, donc il faudra utiliser du PHP pour te monter des serveurs vite fait, bien fait. Voilà, ça c'est pareil. C'est des petits tricks qu'il faut connaître par cœur pour uploader ou télécharger des fichiers. D'accord? Pareil, tu peux le faire ici. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du PHP? Bah, sûrement. Qu'est-ce que je peux lui dire, peut-être? Sudo PHP S sur le localhost et le port, je sais pas, 4444. D'accord? Could not input file 0004. Pourquoi il n'est pas content? Ah, c'est un grand S, pardon. Voilà. D'accord? Ça marche aussi. Ça marche aussi. Tu vois que c'est une autre présentation parce que c'est pas le même langage de programmation. Moi, c'est du 7.2.24 Ubuntu. Moi, je suis en Debian, en PHP 8.2.1. D'accord? Mais voilà, t'inquiète pas. Là, c'est un petit peu plus verbeux, mais c'est la même chose. Et il te dit que tu es dans TMP et c'est là la racine où les documents seront intégrés, exfiltrés ou sauvegardés ou uploadés, téléversés. Voilà, donc ça, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, on a récupéré Socat. Socat, le premier truc que tu dois faire, c'est quoi? C'est tout simplement lui donner les droits. Avec chmod, tout le temps, même en sudo chmod, si tu peux, ça sera encore mieux. Sudo chmod plus x, d'accord? Alors, quelle est la différence? Sudo chmod, je donne élévation de privilèges, les droits aux routes, d'accord? Chmod, je donne les privilèges à shell. Et shell, il n'est pas forcément route, d'accord? Donc Socat. Et pourquoi je fais ça? Pour lui donner les droits en exécution. Comment je sais ça? ls-l, Socat. Qu'est-ce que je regarde? Moi, je suis qui? Je suis shell. Bon, ça va, hein, ça pourrait être root shell. Donc, je suis shell, le propriétaire du fichier. Donc, ça, c'est mes droits. Read, write, execute. Et le groupe qui fait partie du groupe shell, ça peut être shell ou un autre utilisateur, il a quoi? Il a read et execute, comme les autres. Les autres, tu ne les vois jamais, c'est ceux qui sont vides, c'est après. Et les autres, ils ont quoi? Hein, le principe Hugo, U, G et le O, all, tu le verras pas. Tu le vois ici au niveau des droits. D'accord? Read and execute. Et pourquoi il y a une barre là? Parce que c'est un fichier. C'est un fichier, en effet, c'est un binaire. C'est un ELF. Je te dis que les exécutables sous Linux, c'est pas des exés, ça n'existe pas, les EXE, c'est des ELF, des elfs. Alors, l'elf, on l'a récupéré, maintenant on va le lancer. Comment je peux faire ça? Bah, la syntaxe va être un petit peu plus délicate, entre guillemets, hein, mais ça fonctionne un peu pareil. Alors, je te montre une syntaxe bâtard. Le problème de Socat, c'est qu'il attend toujours deux adresses. Hein, tu vois, il attend deux adresses. Alors, tu peux lui dire en TCP, tu vas être en mode écoute. Voilà comment ça se passe. Tu fais ça, et là, il va te dire, ouais, il me faut deux adresses. Alors là, tu te dis, ok, je comprends. 4444. Et là, il te dit, non, wrong paramètre. Alors là, tu commences à t'arracher les cheveux parce que tu t'es pas allé voir le manuel. Alors tu fais ça. Putain, merde. Et en fait, tiens, ça, c'est une deuxième adresse. Voilà. Si tu connais pas la syntaxe, va voir le manuel. Hein, tu peux pas le chier. Et te dis pas, ah ouais, je suis à l'aise sur Netcat, donc je connais les commandes pour Socat. Non, les commandes, elles ont rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué. Hein, donc là, je viens de quoi? Lui, il l'écoute sur le 4444. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Vous l'avez compris, on va venir se connecter avec Netcat. Je suis pas obligé d'utiliser Socat. D'accord? Là, je vais utiliser Netcat, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le 10.10.158 246? Boum. Mais pareil, je suis en train de communiquer. Ah merde, il est en train de communiquer. Bon, ok, on va essayer de faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, n'oublie pas, bin bash. Ah, c'est pas stabilisé. Là. Là, tu te dis, ok, je commence à transpirer. Comment je vais faire? Toujours pas. Pourquoi?
Bah parce que c'est du SOCAT, donc oui, il faut utiliser du SOCAT, ça ne marchera pas avec Netcat. Je te montre toutes les erreurs qu'on a l'habitude de faire. Alors, SOCAT, moi je connais pas. H. Oh. Ah oui, je t'ai dit qu'il est compliqué au début. Oh, il y a trop de trucs et tout. Donc comment tu fais quand tu sais pas? Tu galères, tu testes toutes les commandes? Non, tu vas voir ton pote Google, tu lui poses, je sais pas moi, SOCAT, bind shell, ça peut être cool. Voilà. Parce qu'en fait, SOCAT, tu vas pouvoir chiffrer les données. Et ça, c'est top. D'accord? Donc, comment on fait un bind? Ah, là, il me le dit. Il me le dit, écoute, voilà comment tu bind. D'accord? Donc là, c'est sur la victime. Ah, donc c'est même pas ce que m'a dit Saltimbanque, en fait. C'est encore plus compliqué que ça. D'accord? Ah, ça serait ça. Quelque chose qui ressemble. On va tester. D'accord? Donc, moi, je remplace mon truc. Moi, je lui dis 4, 4, 4, 4. Et la machine, c'est 10, 10, 158, 246. Pas top, hein? C'est pas top, hein? Donc, t'as bien compris. Ça marche de temps en temps, mais c'est pas top non plus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ça. D'accord, il écoute sur le 4444. En fait, ça, c'est l'équivalent d'un Netcat LNVP 4444. Tu vois que la syntaxe est plus compliquée. Et là, du coup, tu crois que si je fais ça, ça marche? Ah. Ah. Ouais, ça marche. Ok? Donc voilà, SOCAT est plus compliqué, mais SOCAT est beaucoup plus efficace parce que vous aurez de quoi le stabiliser. D'accord? Et vous pourrez chiffrer vos données. Donc si je fais nano là, ok, là tu vois que ça passe. Mais sinon, il faudrait quoi? Il faudrait que je relance. Si jamais tu as un problème, tu fais un STY A. Je t'ai montré. TY A. D'accord? Et là, bah pareil. Qu'est-ce que tu lui fais? Bah il faut lui caler le nombre de lignes et de colonnes. Du coup, là-dedans, tu lui fais un STY rows. En bas, si tu regardes bien, on est à 29. STTY columns ou cols, des fois ça marche, et tu lui fais 131. D'accord? Et du coup, tu pourras avoir ton anneau sans que ça soit complètement buggé. D'accord? Donc voilà, ça c'est des petites techniques, après il faudra pratiquer. Voilà. Donc ça c'est SOCAT, on verra de façon en condition comment l'utiliser. Je vais vous donner encore maintenant d'autres informations. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais développer un peu SOCAT. On le verra de façon en exercice, j'ai envie de dire. On verra comment chiffrer via SOCAT. Ensuite, on verra des charges utiles courantes avec nos machines. On va faire du Windows, on va faire du Linux. D'accord, je vais vous montrer comment on pousse des reverse shell, tout ça. Je vais refaire toute la vidéo en fait. Je supprimerai l'ancienne parce que le son est dégueulasse. Donc voilà, encore 2-3 vidéos je pense et je reprendrai demain avec vous. Je vous posterai tout ça, je pense. On finira, ça sera dimanche et lundi je reprends le test d'intrusion sur Holo. Voilà, il y a encore, je sais pas, 3-4 vidéos aussi. Donc voilà, je vais vous sortir une dizaine de vidéos la semaine prochaine. Ça, c'est pour les débutants. Et si vous êtes un peu confirmé, vous avez déjà fait des CTF, vous comprenez, et vous voulez voir comment on fait un audit. Il nous reste encore 4 machines à pirater dans l'entreprise. C'est Holo, THM, et je vous rappelle qu'on a juste piraté l'ordinateur Linux, le serveur qui faisait tourner la base de données. On va continuer notre cyberattaque et on va apprendre, on va faire de l'offuscation, de l'évasion, je vais vous montrer comment faire des bypass, on va essayer de contourner l'AMSI, qui est une des interfaces de programmation qui permet de faire fonctionner n'importe quel antivirus sur Windows. Je vais vous montrer comment on contourne les antivirus pour qu'ils nous détectent pas. C'est les bases. L'AMSI a évolué depuis, donc n'essayez pas de reproduire les techniques que je vais vous montrer. Elles ne sont plus
opérationnel, d'accord? Depuis, Microsoft a patché, mais au moins on va introduire un peu les concepts comme le C Sharp et après en bas niveau, comment s'interfacent les interfaces de programmation, c'est le cas de le dire, sous Windows. Voilà, donc ça sera super intéressant, on va apprendre ensemble plein de choses. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.